Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour cette seconde édition des conférences LMI sectorielles. Pour débuter ce millésime 2023, nous allons nous concentrer sur le secteur public et plus exactement sur la modernisation à la fois des infrastructures et des services IT. Alors pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Célia Seramour. Bonjour Célia. Bonjour Jacques. Alors une matinée un petit peu chargée, nous allons commencer par une intervention de Jean-Baptiste Courouble qui est DSI de l'URSSAF. Avec lui, on reviendra justement sur cette question de modernisation des infrastructures et notamment autour du cloud. S'en suivra ensuite le ministère de la Justice avec Alexandre de Beauchère qui est secrétaire général adjoint au ministère de la Justice et on reviendra avec lui sur la feuille de route qu'a dévoilée le ministre récemment concernant la numérisation du ministère. Nous accueillerons également Luc de Rochefort de la start-up Namer pour parler données géolocalisées. Nous aurons également la DINUM pour parler de l'open data. Et pour terminer, nous accueillerons Cédric Carteau qui est RSSI au CHU de Nantes et avec lui on évoquera la cybersécurité autour des établissements de santé. Voilà, une matinée plutôt riche et une conférence plutôt riche en partage et en expérience. Et nous retrouvons tout de suite le premier intervenant. Premier invité de cette webconférence sectorielle LMI consacrée au secteur public, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Baptiste Courouble. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jacques. Alors vous êtes DSI de l'URSSAF Caisse Nationale, alors peut-être première question, on connaît effectivement l'URSSAF, mais de fil en aiguille, en tout cas d'année en année, le périmètre a un petit peu évolué. Est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu qui est l'URSSAF Caisse Nationale ? Oui, bien sûr. Alors, l'URSSAF, c'est connu, je dirais, de tous les citoyens. C'est une institution qui date de la deuxième moitié du XXe siècle, avec l'avènement de la sécurité sociale, évidemment. Donc, avec une mission régalienne qui est la mission de la collecte des cotisations sociales, qui sont destinées à financer l'ensemble des caisses de prestations sociales, que ce soit les risques retraite, maladie, allocation familiale, et puis plus récemment, Pôle emploi, enfin tout ce qui est chômage, allocation chômage, et puis bien d'autres attributaires. Donc ça, je dirais que c'est le rôle de base. À côté de ça, c'est aussi à l'URSSAF, à la Caisse nationale, qu'incombe la gestion de la trésorerie du régime général de sécurité sociale. Donc, c'est tous les mouvements financiers, que ce soit les encaissements ou les décaissements vis-à-vis des caisses prestataires, donc qui sont assurés aussi par nos services de l'URSSAF. Et puis, de plus en plus, on voit poindre un nouveau rôle qui est un rôle d'accompagnement des entreprises. Quand je dis les entreprises, c'est un panel très large, puisque ça va du particulier employeur, qui emploie une femme de ménage ou un jardinier, jusqu'à la multinationale, qui a plusieurs établissements sur toute la France, voire à l'étranger, et qui doit donc assurer la paye de milliers ou de dizaines de milliers de salariés. Et entre les deux, on a aussi le phénomène des auto-entrepreneurs qui s'accroît de plus en plus, des travailleurs indépendants, des commerçants, des artisans, enfin de tout un tas de populations qui nécessitent un accompagnement particulier, parce que ce sont des publics et des usagers qui, évidemment, n'ont pas forcément la même attente. Quand on est une multinationale, on a un service RH, on a un service de paye qui maîtrise très bien tous les arcanes de la législation et donc est en capacité de pouvoir avoir une interlocution vis-à-vis de l'URSSAF qui est très professionnelle. Quand on est un auto-entrepreneur, c'est plus compliqué. Évidemment, et puis on a aussi des experts comptables, etc. Donc vous voyez, nécessité de développer des nouveaux services vis-à-vis de ces populations. Alors, qui dit augmentation du périmètre de l'URSSAF Caisse Nationale dit aussi plus d'outils numériques. Vous êtes donc le DSI de l'URSSAF Caisse Nationale. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, la DSI? Quel est son périmètre? Bien, en fait, l'URSSAF, globalement, donc c'est 22 établissements plus des caisses outre-mer. Donc ça, c'est sur tout le territoire, évidemment. Donc à la Caisse nationale, on a un DSI qui sert l'ensemble des URSSAF régionales, et ça représente, à la DSI, on est pas loin de 1200 collaborateurs en interne, et puis on opère avec 800 prestataires de services qui nous accompagnent sur nos missions, nos développements et aussi notre run et nos services digitaux. Tout ça au service de flux financiers qui sont colossaux, puisqu'en fait l'encaissement annuel des URSSAF, c'est pas loin de 600 milliards d'euros. Donc, ce qui nécessite évidemment de mettre en place des dispositifs particulièrement robustes et fiables pour pouvoir gérer tout ça. Donc, on est 1200 répartis sur l'ensemble du territoire, puisqu'en fait, nous avons des centres de développement et de production qui sont, on en a 13 en France, 13 sites, avec de gros centres de développement, notamment à Sophia Antipolis, Lyon, Toulouse, Lille, enfin voilà, donc complètement répartis.
Alors, vous avez des missions autour d'un schéma directeur que vous avez négocié avec l'autorité de tutelle. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les axes stratégiques, de ce schéma directeur? Oui, bien sûr. Alors en fait, ce schéma stratégique, hein, on l'établit tous les 5 ans. Il a vocation à mettre en place les différents piliers de notre stratégie IT, mais aussi de s'aligner avec les ambitions métiers, et avant tout d'ailleurs de s'aligner avec les enjeux, les ambitions métiers de la Caisse nationale. Sur le plan métier, donc on va poursuivre un centre d'action très importante qu'on a engagé autour notamment de l'élargissement du périmètre des missions de l'URSSAF. On en a parlé en introduction, notamment ce qu'on appelle les transferts de collecte, puisque auparavant, historiquement, l'URSSAF ne gérait que les collectes de cotisations sociales qui concernaient le régime général, hein, de la sécurité sociale, et de plus en plus, un certain nombre de régimes rejoignent en fait en termes de collecte l'URSSAF, hein, qui prend en charge ces collectes. C'était le cas récemment, par exemple, pour le régime des artistes-auteurs, des marins, des travailleurs indépendants, avec la disparition de l'ex-RSI, des VRP, etc. Enfin bref, tout un tas de régimes en fait, hein, pour lesquels nous opérons la collecte. Et ça va se poursuivre, ce mouvement va se poursuivre, et donc nécessite, hein, de mettre en place des systèmes d'information en capacité de digérer toutes ces collectes, hein, qui sont nouvelles pour nous, qui ne sont pas forcément exactement construites de la même façon que celles que nous avions historiquement l'habitude d'opérer. Donc ça nécessite d'assimiler tout ça. Donc ça, c'est un premier pan très important. Un deuxième pan, c'est tout ce qui est relation de service aux cotisants. Puisqu'en fait, hein, on développe de plus en plus des offres de services qui soient personnalisées vis-à-vis des usagers, avec un accompagnement dans la vie d'entreprise. C'est-à-dire qu'au-delà de dire on est collecteur de cotisations sociales, c'est important pour une entreprise quelle qu'elle soit, notamment les petites, d'être accompagnée pour pouvoir créer cette entreprise, pour pouvoir la faire vivre, pour pouvoir comprendre parfois la complexité de la législation sociale, et puis pour pouvoir éventuellement l'accompagner tout au long de sa vie. Et donc ça nécessite de la mise en ligne de services spécifiques, des assistants, de la dématérialisation évidemment, des procédures et des formalités qui soient réalisées de manière la plus digitale possible. Donc, il faut augmenter et étoffer ces différents services. On a aussi une nouveauté qui existe maintenant depuis quelques années, qui est la transformation du vecteur déclaratif. C'est-à-dire que les entreprises, auparavant, nous envoyaient leurs déclarations de manière mensuelle ou trimestrielle, mais on appelait ça de manière agrégée, c'est-à-dire qu'en fait, on avait des masses de salaires, en fait, hein, qui arrivaient par établissement, etc. Et maintenant, on opère au niveau de la donnée individuelle du salarié, donc au niveau du bulletin de salaire. Et donc, tout l'enjeu IT autour de ça, c'est d'être capable de manipuler une volumétrie de données qui est colossale, puisqu'en fait, vous avez à peu près 25 millions de salaires tous les mois, avec des régularisations, des modifications, etc. Donc, il faut être capable d'opérer sur, on va dire, de 12-13 mois glissants, sur ces différentes régularisations, sur ces 25 millions de bulletins de salaire mensuels, ce qui fait presque 300 millions, en gros, hein, de bulletins à gérer. Et donc, pour ça, il faut mobiliser de la technologie. Et il faut être en capacité de pouvoir faire opérer tout ce qui nous est demandé autour de ça et fiabiliser ces données, avoir la meilleure interlocution possible avec les usagers à partir de ces données. Donc ça, je dirais que sur la partie métier, c'est un point particulièrement important. Et puis je dirais aussi qu'il y a beaucoup d'ambition sur le champ de choses que réalise l'URSSAF, notamment autour du contrôle, autour de la rénovation d'un centre de systèmes de gestion administrative lorsqu'on immatricule les nouveaux comptes, du recouvrement amiable et forcé. Donc, il y a toute une série de chantiers de nos offres autour des particuliers employeurs, etc., donc, qui sont en cours, hein, qui sont destinés à rénover tout ça. Et puis, sur un plan de la stratégie IT en tant que telle, l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de piliers sur lesquels s'appuyer. Le premier, c'est le pilier du cloud. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Donc, c'est un choix fort, hein, qu'on a fait, d'aller maintenant dans tous nos nouveaux développements vers des logiques cloud first. Le deuxième, c'est autour de l'API et l'APIisation globale de notre système, puisqu'on devient de plus en plus dans des logiques de plateformes qui sont interconnectées avec d'autres écosystèmes, qui soient dans le service public, hein, par exemple avec la DGFiP, ou alors avec des systèmes du monde social, avec nos collègues, hein, des branches maladie, retraite, allocation familiale, par exemple, famille, ou que ce soit avec le monde privé, puisqu'on a des interactions de plus en plus avec un certain nombre d'entreprises qui souhaitent pouvoir consommer directement nos API pour pouvoir
eux-mêmes, en fait, hein, donner de nouveaux services à leurs clients lorsque ce sont, par exemple, des entreprises de jobbing ou de mise en relation, etc., qui opèrent avec les auto-entrepreneurs, avec l'économie collaborative, avec les particuliers employeurs. Donc, pilier très important, cette APIisation. Et, en fait, et enfin, le troisième pilier qui me paraît fondamental, c'est le pilier de la data. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, puisque, en fait, pour pouvoir manipuler et mobiliser l'ensemble de ces données, il faut être en capacité d'avoir des technologies qui nous permettent d'être au rendez-vous par rapport à ça, et donc, je dirais, à l'état de l'art. Vous avez évoqué la partie Cloud First. Vous avez déjà commencé, j'allais dire, cette démarche d'aller vers le cloud. J'allais dire, comment ça s'est déroulé? Et peut-être après, quelle est l'autre étape, en tout cas la modernisation de cette première marche vers le cloud? Oui, bien sûr. Alors, on a fait ça, je dirais, en 3 volets. D'abord, il faut savoir que nous sommes une entreprise avec un ADN fortement open source, mais ça depuis, je dirais, le début des années 2000. Donc, on a fait des choix dans un premier temps en disant il faut qu'on expérimente une plateforme de cloud privé qui va permettre à notre modèle de se transformer depuis le build jusqu'au run, notamment dans les méthodes de développement, etc. Donc, on a commencé à établir une plateforme de cloud qu'on a faite un peu à la main, je dirais, mais avec un IaaS autour d'OpenStack, avec du Kubernetes pour la gestion des conteneurs, et avec tout l'écosystème qui va bien pour pouvoir articuler tout ça, que ce soit sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'exploitation, sur le plan de la supervision. C'est un énorme travail, mais ça a été un succès. C'est-à-dire que quand on a commencé à développer cette première plateforme, eh bien, on a eu les développeurs notamment qui étaient très attirés par ce type de plateforme et par les développements que cela permettait, en microservices notamment, et qui donc sont venus de manière assez massive poser des applications sur cette plateforme. Donc là où on était dans une logique d'expérimentation, on se retrouve aujourd'hui avec des enjeux importants. Si je prends un exemple, par exemple, quand on parle du crédit d'impôt contemporain pour les particuliers employeurs, vous savez, c'est cette capacité que quand vous employez un personnel, un jardinier ou une femme de ménage, et qu'au moment donné où vous allez payer cette personne, établir son salaire, et bien, automatiquement, vous allez avoir un crédit d'impôt. Et donc, il y a des liens à payer avec la DGFiP. Tout ça, c'est sur le cloud privé. Donc ça, c'est voilà, premier axe, c'est un cloud privé. Deuxième axe, c'est le SaaS, parce que le SaaS, on ne peut pas y couper. C'est-à-dire que concrètement, de plus en plus, on a des outils auxquels on fait appel, et la stratégie des éditeurs aujourd'hui, c'est de proposer des souscriptions en mode SaaS de plus en plus. Donc ça, c'est une évidence. Et troisième axe, c'est de dire aussi, sur une plateforme de cloud privé, on ne peut pas tout faire. On n'a pas la puissance, évidemment, d'un Google, d'un Amazon ou d'un Azure. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse aller aussi chercher des services managés de haut niveau dans des clouds publics. Et ça, on ne le fait évidemment pas sur des données sensibles, mais on le fait parce qu'on va vouloir expérimenter sans doute certains services managés qu'on serait incapable de faire nous-mêmes, pour lesquels on n'a pas la puissance pour le faire, mais qui sont intéressants à l'extérieur. Donc on a en fait, je dirais, ces 3 axes autour du cloud qu'on maintient en parallèle. La bascule dans le cloud public, si elle doit se faire, ça sera sous quel régime ou quelle contrainte particulière? Est-ce que notamment les questions de souveraineté dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, sont des éléments clés pour vous? Oui, oui, bien sûr. Les données de la sphère sociale en général sont des données sensibles, que ce soit des données de santé, des données de salaire, des données personnelles, à caractère personnel en tout cas. Et donc, il n'y aura jamais de move to cloud massif vers le cloud public, ça c'est une évidence. En revanche, encore une fois, aller chercher du service à valeur ajoutée pour un certain nombre de choses, pourquoi pas? Donc pour nous, la vraie voie par rapport à nos services métiers, c'est reste du cloud privé, qui peut être hybridé de temps en temps, on verra avec éventuellement des opérateurs, mais globalement, on est plutôt sur une logique de cloud privé, parce que la souveraineté est quelque chose... Enfin, alors la souveraineté, c'est toujours délicat de parler de souveraineté, parce que dès lors qu'on dépend, même pour notre outillage d'éditeurs américains ou autres, on n'est pas complètement souverain. Donc je dirais plutôt un cloud de confiance. Donc ça, oui. Nous, c'est vraiment primordial d'avoir un cloud de confiance qui nous permette d'opérer nos services métiers avec une certaine maîtrise de ce qui est fait et de la manière dont c'est hébergé. On voit apparaître de plus en plus des initiatives. On a vu Bleu, enfin, on attend un petit peu les tenants et les aboutissants, mais Google Thales ou récemment Numpost, c'est des choses qui vous regardez avec attention, que vous regardez avec attention? Oui, bien sûr, absolument. Alors pour plusieurs raisons. Si on prend le cas de Bleu, par exemple, aujourd'hui, nous opérons la suite Office 365, comme grand nombre d'entreprises. Eh bien,
On se pose beaucoup de questions par rapport à ça, et donc Bleu pourrait être une réponse à ces questions, en tout cas pour la partie suite collaborative et bureautique, en tout cas pour cette partie-là. On regarde évidemment aussi Sens, parce que c'est une association entre un très grand hyperscaler qui pourrait apporter beaucoup de services managés, et en même temps, la sécurisation apportée par Thales, hein, qui peut évidemment apporter un peu de confiance, hein, dans ce qu'on fait. Et puis les initiatives, alors là, moi je regarde un œil très intéressé, ce qui va se passer avec NumSpot par exemple, parce que là c'est une initiative à la base gouvernementale, hein, qui associe des entreprises du secteur privé pour pouvoir proposer des solutions de cloud de confiance. Alors ça n'a pas commencé, hein, ça commence tout juste, hein, je crois que le patron de NumSpot vient d'être nommé. Moi, je suis très impatient de savoir ce qui sera proposé et de voir s'il y a des coopérations possibles aussi avec ce type d'opérateur. Alors, il y a une autre piste de réflexion que vous menez autour de la mutualisation des clouds de la sécurité sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, j'allais dire, cette troisième voie? Oui, alors ça, c'est une étude que l'on lance et qui n'est pas incompatible avec les autres d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un cloud privé, avoir un cloud de confiance éventuellement avec des opérateurs qui nous permettraient d'accélérer la démarche, et puis d'avoir un périmètre un peu plus large au sens sécurité sociale du terme, ou même protection sociale, qui permettrait d'avoir un cloud de confiance opéré pour le compte à plusieurs, pour le compte de plusieurs. Sachant qu'en fait, on a exactement le même jeu de contraintes les uns les autres, et donc les mêmes attentes. Et puis des niveaux de maturité qui sont sensiblement équivalents, alors plus ou moins avancés, mais c'est pas non plus, les écarts sont pas monstrueux entre les différents opérateurs. Donc c'est une réflexion qu'on conduit depuis 2021 avec sous tutelle de la direction de la sécurité sociale, hein, du ministère, qui a vocation à se dire, mais dans le fond, alors, il ne s'agit pas de dire l'un d'entre nous va être opérateur cloud pour l'ensemble des branches. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que compte tenu des difficultés à avoir beaucoup de compétences autour de ces sujets, compte tenu des investissements nécessaires aussi à faire, compte tenu des contraintes de sobriété énergétique, de développement durable, etc., compte tenu des sujets de sécurisation et de sécurité et de confiance, eh bien, ça a un sens de pouvoir œuvrer sur ce sujet du cloud non pas en imposant un cloud pour l'ensemble des acteurs de la sécurité sociale, mais à la fois en mobilisant des ressources qu'on peut trouver dans chacune des branches, pour pouvoir, voilà, à plusieurs on est meilleur, hein, on va plus loin, et d'une part, et en même temps, en essayant de pouvoir proposer quelque chose qui soit commun et qui susciterait une adhésion et qui permettrait à chacun, pourquoi pas, de venir y poser un certain nombre d'applications. Donc voilà où on est. Ce chantier, cette réflexion, elle a été conduite, elle a été validée, la stratégie est validée, et maintenant on est dans la construction. On va commencer de manière, je dirais, mesurée, hein, puisque en fait, il ne faut pas être trop non plus ambitieux là-dessus, parce qu'on sait que c'est long, c'est des trajectoires qui sont relativement longues. On va sans doute commencer par une couche IaaS, hein, qui serait commune, pourquoi pas, et qui pourrait être partagée avec des tenantes, hein, différenciées par branche. Pourquoi pas aussi avoir un tenante mutualisé pour des ensembles, des systèmes d'information que l'on partage, parce qu'il y en a, hein, des systèmes d'information que l'on partage. Et puis petit à petit progresser, puis ensuite avoir une couche de conteneurs, hein, qui permettrait à chacun de se transformer. Un calendrier à partager ou pour l'instant, justement, vous préférez avancer pas à pas? Moi, j'aimerais bien, alors après c'est un vœu pieux peut-être, mais c'est un vœu en tout cas, avoir une première expérimentation sur une couche IaaS début 2024. Pour reparler du cloud, vous disposez d'un centre de compétences cloud. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce qui se cache derrière, finalement, ce centre de compétences? Alors oui, bien sûr. Alors ça démarre évidemment, hein, puisque tout ça est assez récent. Ce qu'on peut dire, c'est que je vous ai parlé de notre plateforme cloud privée qui était là, ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon la PFSV1. Et en fait, on va vers une deuxième version de cette plateforme parce que compte tenu du succès qu'elle rencontre, il est nécessaire de l'industrialiser parce qu'on ne pourra pas tout seul continuer à faire vivre une plateforme cloud. Et donc, on s'allie avec des éditeurs, hein, qui nous permettent, par exemple, d'opérer la couche Kubernetes, la couche IaaS également, etc., et d'avoir une intégration beaucoup plus forte avec le support de certains éditeurs, plutôt avec un ADN open source quand même. Donc ça, c'est la phase suivante de ce cloud privé qui pourra être étendu à l'ensemble du cloud social demain, hein, si les choix qu'on fait sont les mêmes avec l'ensemble des branches. Mais ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que pour moi, le centre de compétences cloud, certes, il y a tout un volet technologique qui est important, mais il y a surtout l'accompagnement de l'ensemble des populations qui vont opérer sur ce cloud qu'il faut donc mettre en œuvre. Cet accompagnement, c'est quoi? C'est toute la partie DevSecOps.
qu'il faut évidemment accompagner. C'est aussi, pourquoi pas, des sujets économiques et d'investissement, donc du FinOps, si jamais on décide d'hybrider et d'aller vers de l'externe. Donc il faut monter des plans de formation. C'est toute la partie technologique, on en a parlé. Comment est-ce que... moi, j'ai une sous-direction technique aujourd'hui, mais je ne souhaite pas que ce soit les seuls qui soient impliqués dans le sujet. Je voudrais que l'ensemble des sous-directions de la DSI soient impliqués dans ce sujet de transformation et soient embarqués à un rythme assez soutenu, de manière à ce que, avec l'arrivée de cette plateforme, on ait les développeurs qui soient prêts à pouvoir l'intégrer rapidement. Donc pour moi, ça veut dire qu'il faut mettre en place un centre qui n'est pas, je dirais, une entité hiérarchique, hein, c'est un centre transversal et qui est en capacité de pouvoir offrir des services d'accompagnement vis-à-vis de l'ensemble des populations qui sont concernées par le passage au cloud, voire même la partie métier, parce que c'est aussi un sujet, parce que derrière, il y a éventuellement du mode produit, etc. Vous avez évoqué tout à l'heure la partie sécurisation, sécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente quand on fait du cloud, la question de la sécurité? Est-ce que c'est des questions de disponibilité? Est-ce que c'est question de sécurisation, pour le coup, de protection? Ou c'est d'autres éléments? Il y a un peu tout ça, en fait, hein. Concrètement, on a un sujet de résilience. Et c'est pour ça que le cloud sécurité sociale pourrait présenter un intérêt aussi, parce qu'on dispose tous de data centers. Et donc, on pourrait imaginer, vous savez, pour faire un cloud privé, il faut au moins 3 data centers pour être complètement résilient. Eh bien, avec tous ceux dont on dispose sur des plaques géographiques communes dans le cadre de la sécurité sociale, bah, ça présente un intérêt de pouvoir se dire pourquoi pas, mais ça, il faut que j'échange avec mes collègues, hein, on n'y est pas encore, hein, mais pourquoi pas bénéficier de plateformes techniques et immobilières qui nous permettraient d'opérer un cloud sur 2, 3 data centers de branches différentes, hein. Donc ça, c'est un premier point, c'est la résilience. Donc ça, c'est très important. Parce qu'on est sur des applications sensibles, hein, et critiques, hein, qui sont sur ces clouds, hein, notamment énormément de services aux usagers, avec des fortes sollicitations, du trafic, etc. Donc il faut que ça tienne la charge. Surtout dans les périodes d'échéance, hein, parce que nous, on fonctionne beaucoup par période d'échéance. Le deuxième point, c'est la cyber. Alors oui, mais je dirais que la cyber, c'est pas qu'un sujet de cloud, c'est un sujet globalement de nos infrastructures. On voit qu'une augmentation de la cybermenace depuis quelques mois qui est très forte, hein, je pense qu'on n'est pas les seuls, et donc ça nécessite d'entourer toutes nos initiatives autour de plateformes technologiques d'une gestion du risque cyber. Donc, ça veut dire mettre en place, hein, des SOC, mettre en place de la surveillance, des protections, et même aussi de l'accompagnement comportemental vis-à-vis de nos usagers, hein. Et donc, là, je dirais que ça dépasse le cadre du cloud. C'est une initiative globale, puisque vous le savez peut-être que nous sommes opérateurs de services essentiels, ce qui nous impose un certain nombre de règles à respecter en matière de cyber, et donc il faut mettre en œuvre. Donc, c'est vrai pour le cloud, c'est vrai pour le reste. Et puis, il y a le troisième point que j'ai effleuré, hein, qui est le sujet comportemental. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement non seulement de nos ingénieurs, mais aussi de l'ensemble des populations de l'URSSAF, hein, des URSSAF en général, sur le comportement vis-à-vis des risques cyber. Dernière question, Jean-Baptiste Courouble. Derrière les systèmes d'information et le cloud, il y a aussi des humains, donc des talents. Finalement, quels sont vos besoins en matière de compétences et comment vous les fidélisez? C'est toute la difficulté aujourd'hui, vous avez raison, hein, parce qu'on sait bien qu'il y a une forme de guerre des talents, hein, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, et donc il y a plusieurs pistes, enfin, on essaye de mettre en œuvre plusieurs pistes. Alors, il faut être attractif, et le fait de vous parler, par exemple, c'est aussi de faire un peu de teasing sur tout ça, parce qu'on se rend compte au travers de nos échanges que, dans le fond, derrière ces mots, URSSAF, service public, etc., il y a des usines technologiques qui sont incroyables. Parce que je vous le dis, on fait de la data, on fait du cloud, on fait de l'API, on fait du digital, on fait de l'IA même un peu, on n'en a pas parlé, mais on en fait aussi. Donc tout un tas de technologies qu'on mobilise et qui peut sur un terrain de jeu qui est immense. Puisqu'en fait, on fait beaucoup de sur-mesure, on fait tout nous-mêmes, beaucoup, hein, et même si on fait appel à des produits. Et donc, il y a un moyen d'avoir un parcours professionnel intéressant, à la fois sur le plan fonctionnel, parce qu'on voit bien qu'on peut aller dans plusieurs branches, hein, que ce soit du développement, du run, du build, de l'architecture technique, de l'architecture d'entreprise, donc des parcours très vastes possibles, et en plus des parcours géographiques, puisqu'on est sur toute la France. Donc ça, c'est un moyen de dire aussi, dans le fond, ça peut être intéressant. Après, je crois que il y a un paradigme qui a vécu, hein, c'est de dire quand on vient à la Sécu ou quand on vient dans le service public, on a la sécurité d'emploi. Je pense que les jeunes générations, c'est plus forcément ça qui les intéresse, mais c'est plutôt de faire des parcours un peu éclectiques, hein, mais qui permettent d'enrichir quelque part leur expérience et capitaliser sur tout ce qu'ils rencontrent. Donc, nous, ce qu'on dit, hein, c'est
bah, venez chez nous, ne serait-ce que 3-4 ans, et vous verrez, vous allez vous faire une ligne de CV en béton. C'est un peu le slogan, mais je pense que c'est important de le dire, parce que je pense que de toute façon, ça sera une bonne expérience. Donc on essaie d'attirer comme ça un certain nombre de compétences de plus en plus. C'est un premier axe, c'est l'attractivité. Le deuxième axe, c'est travailler avec les écoles. On a de plus en plus de contrats d'alternance, donc on essaye aussi d'attirer des jeunes, des futurs jeunes ingénieurs, de les fidéliser un petit peu, parce qu'après, ça peut être des pré-embauches, ça peut être une façon aussi donc d'intervenir aussi dans les écoles par rapport au parcours et aux formations, parce que je pense que c'est important que les écoles soient bien accrochées aux besoins qui émanent des entreprises. Donc ça, c'est un deuxième point qui me paraît très important. Et puis le troisième point, on l'a évoqué tout au long de notre conversation, c'est la mutualisation. C'est-à-dire que plutôt que de dire chacun va refaire sa plateforme cloud dans son coin et ça mobilise beaucoup de compétences, ou sa plateforme big data, ou sa plateforme, etc., eh bien, est-ce qu'on ne peut pas mettre en commun nos forces parce que les problématiques technologiques sont les mêmes, qu'on soit à l'assurance maladie, qu'on soit à la retraite, qu'on soit dans la branche famille, ou en URSSAF, je pense que les problématiques technologiques de bas niveau sont les mêmes. Après, en applicatif, c'est autre chose, c'est des métiers différents. Donc, voyons s'il n'y a pas des axes de mutualisation qui nous permettent de nous renforcer et d'être plus forts ensemble sur ces sujets-là. Eh ben, ça sera le mot de la fin, Jean-Baptiste Couroub. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup, Jacques. Et tout de suite, nous poursuivons cette émission où on va accueillir le prochain invité. Après l'URSSAF, il est temps de passer à un autre invité. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre de Beauchère. Bonjour Alexandre de Beauchère. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire général adjoint du ministère de la Justice. Alors peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous définir votre rôle au sein du ministère de la Justice et puis le périmètre de votre fonction? Alors je suis l'un des deux secrétaires généraux placés auprès de la secrétaire générale du ministère de la Justice. Secrétaire général, comme dans chaque ministère, est en charge d'un certain nombre de fonctions, notamment support, ressources humaines, numériques, immobilier, et au total une dizaine de services, 6 sont placés auprès de moi, et pour ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, en particulier donc le service du numérique, qui est un service qui comprend un peu plus de 400 personnes en administration centrale, 280 en service déconcentré, et donc mon rôle va être avec le chef du service du numérique, avec la direction du cabinet du ministre, avec les directions métiers ou logistiques du ministère, de coordonner la transformation numérique, de piloter cette transformation numérique qui est un des axes forts aujourd'hui du ministre. Alors aujourd'hui, vous venez pour nous parler un petit peu plus en détail de la feuille de route justement en matière de transformation numérique du ministère de la Justice. Est-ce que vous avez des axes forts à nous présenter pour ce plan? Oui, alors des axes forts que d'ailleurs le garde des Sceaux a annoncé récemment. Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que on a un premier plan de transformation numérique dont on sort aujourd'hui avec cet axe 2017-2022, premier PTN, qui était destiné à finalement résorber une partie de la dette technique qu'avait accumulé le ministère de la Justice. Quand on parle du ministère de la Justice, on ne pense pas spontanément au numérique, et en réalité, c'est un sujet extrêmement fort pour des tas de raisons, et notamment cette question du partage de l'information qui est un peu au cœur, c'est ce contradictoire qui est un peu au cœur du métier des magistrats et des agents en juridiction. Donc premier plan de transformation numérique qui était très ambitieux, qui en réalité a permis de résorber une partie de la dette, je le disais, sur du matériel, sur de l'accès réseau. Les juridictions ont été fibrées, on a augmenté les débits, on a fourni énormément de matériel supplémentaire, notamment des ultraportables, déployés de Wi-Fi, donné les possibilités de travailler à distance pendant la crise sanitaire. On a lancé des grands programmes applicatifs aussi. Mais aujourd'hui, il y a un constat, et on l'a vu notamment au travers des États généraux de la justice, un peu un constat d'insatisfaction des agents qui non seulement effectivement souhaitent accéder plus facilement à leurs applications, travailler avec un réseau encore de meilleure qualité, puis qui voient aussi dans leur quotidien, et ça on le constate dans toutes les administrations, toutes les entreprises, qui voient des outils numériques sortis de leur poche, de leur smartphone, de plus en plus développés, et qui souhaitent aussi avoir dans leur travail des outils plus performants. Donc on a des grands axes qu'a annoncé le ministre, très schématiquement, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses, il y a un schéma directeur qui a été établi par le service du numérique et le ministère au cours de l'année 2022 et qui finalement se déploie dans le cadre de ce plan de transformation numérique. Schématiquement, on peut dire qu'on a une partie socle technique qui est composée de la fiabilisation de l'accès au réseau et aux applications, de la gestion de l'obsolescence d'un certain nombre d'outils comme
dans toutes les entreprises et administrations, qui est destiné à déployer davantage de matériel. On a encore des besoins sur la visioconférence notamment et dans certains services sur des ultra-portables, qui est destiné aussi à travailler sur la question de la gestion de la donnée. On a évidemment un programme cloud qui est engagé pour le ministère. On a un sujet chaîne de soutien qui est très important. On s'est aperçu qu'on avait besoin, aux côtés des utilisateurs, des chefs de juridiction, des chefs de service, d'avoir une chaîne de soutien de premier niveau plus professionnelle. Le ministre a annoncé notamment le déploiement d'une centaine d'informaticiens en juridiction, et ça n'est qu'une première étape, puisque l'objectif c'est d'avoir un informaticien par juridiction avant la fin du quinquennat. On parle de support. Pardon ? On parle de support aux agents. On parle de support aux agents, support de premier niveau, et puis tout au long de la chaîne, puisqu'on est régulièrement obligé d'escalader lorsque les problèmes sont plus complexes, des interventions et des spécialistes de plus haut niveau. Donc ça, c'est toute la chaîne de soutien qui doit se professionnaliser. Elle a considérablement été renforcée pendant le premier plan de transformation numérique. On a beaucoup recruté, mais on s'aperçoit que notamment sur ce premier niveau d'intervention qui est plutôt réalisé aujourd'hui par des gens du métier, des agents de greffe qui sont très investis mais n'ont pas toujours la compétence informatique, on a besoin d'aller plus loin. Et puis on a une très grosse feuille de route applicative. Là, l'objectif, c'est évidemment d'avoir des outils qui délivrent plus rapidement. On a à la fois des très grands projets applicatifs et des projets plus légers. Donc ce qu'on veut, c'est faire délivrer les grands projets plus rapidement et avoir sur les projets plus légers des méthodes plus souples, plus connectées au terrain. On pourra y revenir tout à l'heure, avec en fond cet objectif stratégique qui est le zéro papier, qui n'est pas le seul, qui ne résume pas évidemment bien sûr le plan de transformation numérique, qui est en fait le sujet de la dématérialisation, de la signature électronique. Alors justement, vous parlez de la dématérialisation. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les transformations qui ont déjà été faites au sein du ministère ? Oui, alors on ne part pas de rien sur la dématérialisation. Et à contrario d'un certain nombre d'idées reçues, on peut même dire que la justice, avec le ministère de l'Intérieur, a déjà accompli un pas et marqué une étape très importante sur la dématérialisation pénale. J'en parle en particulier en connaissance de cause, d'abord parce que c'est un projet qui est rattaché directement au secrétariat général du ministère, et puis d'autre part parce que j'ai été dans une vie antérieure procureur dans un site expérimentateur de cette procédure pénale numérique. C'est un projet qui a été lancé en 2018 par le président de la République, qui a permis d'aligner vraiment le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur autour de ce projet qui consiste purement et simplement à nativement dématérialiser la procédure, c'est-à-dire que tous les actes d'enquête, toutes les procédures d'enquête réalisées par la police et la gendarmerie ne sont plus produites en format papier, sont signées électroniquement, poussées de manière dématérialisée vers les juridictions, en particulier vers les parquets qui sont les points d'entrée des juridictions. Il faut savoir que chacune des 4 millions de procédures qui sont produites chaque année en France terminent leur vie au sein des juridictions. Donc vous imaginez ce que ça représente, sachant qu'une procédure pour présenter plusieurs mètres de feuilles collées les unes aux autres, que de dématérialiser nativement ces procédures. Donc ça, ce projet est engagé depuis 2018. Lorsque j'ai quitté ma juridiction, alors c'était une juridiction pilote, on avait très rapidement avancé, 70% des nouvelles procédures étaient communiquées sous format nativement numérique. Sur l'année dernière, on a dépassé 800 000 procédures communiquées de manière nativement numérique aux différentes juridictions du territoire. On a déjà 80% à peu près des procédures établies par les services de police et de gendarmerie qui sont en format nativement numérique, et plus d'une cinquantaine de juridictions sur 160 qui reçoivent ces procédures en format numérique. Et au sein de cette procédure dématérialisée, il y a un accompagnement au changement, c'est-à-dire que les gens sont habitués maintenant à avoir justement ces procédures dématérialisées. De plus en plus, alors comme dans beaucoup d'autres secteurs, c'est vrai que les contraintes du confinement ont vraiment amené un changement d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a découvert à quel point on avait besoin de pouvoir travailler à distance. Ce travail sur écran est devenu encore plus habituel qu'il ne l'était. On a développé aussi des outils permettant d'annoter, de travailler intelligemment, de faire des recherches qu'on ne pouvait pas faire en papier sur une procédure numérique, et aujourd'hui il y a un vrai besoin. Après, c'est pas parce qu'il y a un besoin que les gens savent forcément utiliser des outils. Donc on a à la fois, je vous parlais tout à l'heure de ces informaticiens en juridiction avec un objectif à 2 ans d'avoir des informaticiens dans chaque juridiction, mais on a aussi en parallèle un accompagnement métier, on
appelle ça les ambassadeurs du numérique, déployés par la direction des services judiciaires, avec là aussi un objectif d'avoir au plus près des agents des personnes assurant la formation, réglant les difficultés, faisant cette formation de proximité qu'on ne peut pas simplement concevoir à l'école de la magistrature, à l'école des greffes, mais qui doit être continue tout au long du parcours de la personne. Donc ça, c'est un axe très fort, parce qu'effectivement, avoir la procédure, pouvoir l'utiliser sans la rematérialiser, en signant électroniquement chacun des actes, en faisant signer les justiciables, ce qui est une réalité. Aujourd'hui, on a dans une 50aine de juridictions en France des outils de signature électronique. Quand la personne est déférée devant le procureur, elle signe électroniquement son procès-verbal. Et puis, vous avez aussi dans toutes les juridictions de France aujourd'hui, toutes les petites procédures classées sans suite contre X qui sont importées en format nativement numérique. On est déjà dans une réalité, il faut généraliser. Là, on est sur le pénal. Il faut avoir des outils plus performants. Par exemple, un des enjeux très importants, c'est pouvoir diffuser facilement de la vidéo qui est de plus en plus présente dans les affaires avec les smartphones. Les gens filment les agressions, les policiers ont des caméras piétons, tout ça. Il faut pouvoir utiliser ce matériel-là à l'audience. On a des tas de sujets en termes d'aide à la décision, de travail intelligent sur la procédure. Et d'ailleurs, les avocats aussi font ce même travail sur la base des documents numériques qu'on leur fournit. Et puis, on a les autres champs de la dématérialisation. Et on a engagé cette année un travail ambitieux sur la dématérialisation civile, puisque les procédures civiles, elles aussi, font l'objet de plus en plus d'une transmission dématérialisée. Ce qu'on va généraliser avant la fin de l'année 2023, c'est la signature électronique en matière civile. En tout cas, on offrira la possibilité aux juridictions qui sont prêtes de signer électroniquement les décisions en matière civile. Donc vous voyez que le plan se déploie, et c'est vrai que l'objectif zéro papier 2027, finalement, va nous permettre de coordonner des feuilles de route qui sont engagées, pas seulement d'ailleurs dans les tribunaux, parce que le ministère de la Justice, il faut le rappeler, ce sont les juridictions, mais c'est aussi l'administration pénitentiaire avec les prisons. La moitié des 90 000 agents du ministère, c'est l'administration pénitentiaire, et puis les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Alexandre de Beauchère, vous avez évoqué dans les différentes feuilles de route un point important qui était autour de l'applicatif, en tout cas des applicatifs. Est-ce qu'on peut avoir une idée aujourd'hui de où vous en êtes sur cette partie applicative et peut-être donner des exemples de modernisation justement de ces applications? Alors, on a une feuille de route applicative, je disais, qui est extrêmement ambitieuse. D'ailleurs, on a conçu un comité stratégique de la transformation numérique justement pour améliorer le pilotage de l'ensemble de ces projets applicatifs. On a plus d'une 50aine de projets qui sont aujourd'hui suivis dans le cadre de ce comité, avec des noms que j'ai déjà évoqués, procédure pénale numérique, Cassiopée pour la gestion du suivi des procédures pénales, Portalis pour la fusion des applicatifs civils, le système SIAGE pour l'aide juridictionnelle qui permet aux justiciables de saisir directement par voie dématérialisée la juridiction pour avoir accès à l'aide juridictionnelle. Et on en a comme ça près d'une cinquantaine. Alors l'enjeu pour nous, c'est à la fois d'être capable de gérer ces grands projets. On a beaucoup de grands projets qui sont un vrai défi en soi, on le sait, hein, dans chaque entité qui doit conduire ces grands projets impliquant une partie MOA, une partie MOE, des utilisateurs, des prestataires. L'enjeu, c'est vraiment d'imbriquer chacun des acteurs. Et là, on travaille sur des méthodes avec l'aide de la DINUM notamment pour arriver à faire aboutir ces projets plus rapidement. Et puis, on travaille aussi sur d'autres méthodes notamment avec un service qui s'appelle l'incubateur, qui est placé au sein du service du numérique, être capable de développer des startups d'État justice. On en a plusieurs qui sont extrêmement prometteuses et on vient de sélectionner toute une série de projets en début d'année. On a une start-up qui s'appelle Mon Suivi Justice, qui est destinée à permettre d'accompagner les personnes qui sont placées sous main de justice, les probationnaires qui ont été condamnés, qui ont une obligation suivie par le juge d'application des peines et le service de probation d'effectuer un certain nombre de choses, avec des rendez-vous récurrents. Et donc là, les rendez-vous peuvent être fixés en ligne avec des rappels automatiques de convocation par SMS, donc des choses toutes simples, construites avec le terrain, et puis qui est un projet qui est en train d'essaimer au sein des juridictions. On a une autre application qui s'appelle Ajuste, avec, comme toujours, hein, sur les startups justice et d'État, d'ailleurs de manière générale, c'est assez bluffant, c'est des petits moyens. L'imbrication entre un acteur terrain, un développeur, des développeurs avec l'aide de la DINUM, et ensuite des sites opérationnels, et qui là, Ajuste, permet de piloter les ETP d'une juridiction
de se fixer des objectifs de performance en termes de délai, en termes de consommation de ressources. Et donc ça, c'est pareil, un outil qui n'existait pas et qui là répond vraiment à un besoin et qui est en cours de déploiement, et on en a d'autres sur des tas d'autres sujets. Donc cette méthode-là qui consiste à dire on va s'appuyer sur un acteur terrain, on va lui mettre à disposition des développeurs, des spécialistes de la conduite de projet pour essayer de faire émerger une solution avec des jalons précis, avec des objectifs. Tous les 6 mois, on vérifie qu'on remplit bien les objectifs, et puis ensuite, si nécessaire, eh bien, on coupe le projet si ça n'avance pas, ou au contraire, on refinance. Ça, c'est vraiment une logique qu'on peut appliquer à d'autres choses qu'à des startups. Et donc, on essaie de s'appuyer sur cette démarche-là. Dans votre feuille de route, on voit qu'il y a différents axes, en tout cas, il y a une ambition. Je reparlais tout à l'heure, quand vous parliez du site pilote, de l'accompagnement au changement. Pareil, dans l'ensemble de ces axes de travaux, comment on accompagne les utilisateurs, les agents, sur ces différents axes? Il y a une partie essentielle sur le numérique, c'est d'arriver à communiquer sur ce qu'on est en train de faire. Je pense que là, nous, on le voit avec les états généraux de la justice. On a des problèmes à résoudre, on a des sujets à traiter, on a des améliorations à apporter, et puis on a aussi à rassurer sur ce que le numérique peut produire et peut changer au quotidien. Donc ça, c'est d'abord une première chose qui est indispensable, sinon on peut être dans un rejet et on peut être dans le sentiment que finalement rien ne changera concrètement. Il faut vraiment faire comprendre que le numérique, ça n'est pas qu'un sujet d'efficacité pour les administrations. Pour une administration comme le ministère de la Justice, c'est d'abord la qualité du travail fourni. Quand je parlais d'aide à la décision, c'est aussi la sécurisation du contenu d'une procédure. Si vous avez un outil reposant sur de l'IA ou pas d'ailleurs, mais qui vous permet de vérifier qu'il ne vous manque pas de pièces, ou que les actes obligatoires à réaliser ont bien été faits, ou que on ne s'est pas trompé dans le respect du droit. Le droit est devenu tellement compliqué aujourd'hui à certains égards que si les agents ne sont pas assistés par l'informatique, ils peuvent faire des erreurs. Donc c'est un enjeu de qualité de travail, de qualité de vie au travail, hein, quand on évite de la ressaisie, quand on évite ces tâches dont on perçoit vite qu'elles sont répétitives et qu'on permet de l'importation automatique de données. Là, aujourd'hui, avec la police, par exemple, la gendarmerie, on importe automatiquement les données issues de leurs applicatifs, et ça évite d'avoir à enregistrer ces données dans les nôtres, et donc on a simplement une vérification de conformité. Tout ça, c'est vraiment un travail qui commence à porter ses fruits sur l'idée que le numérique peut aider. Et puis après, c'est au quotidien, effectivement, des acteurs qui peuvent venir en soutien. Et vous avez les ambassadeurs du numérique aussi. Et les ambassadeurs du numérique qui sont effectivement ce soutien purement métier, hein, sur la formation, sur l'aide du quotidien, parce que derrière une difficulté informatique, en fait, vous ne savez pas toujours d'où vient le problème. Ça peut être un problème de geste métier, donc là on est plutôt sur le sujet formation, ça peut être un sujet matériel, ça peut être un sujet réseau, ça peut être un sujet national sur un applicatif qui fonctionne. Donc on a besoin à la fois du diagnostic métier et du diagnostic technique, et c'est ça qu'on essaie d'apporter au plus près du terrain. Je rebondis sur la question des erreurs, en tout cas pareil, de la disponibilité, de la sécurisation, puisque vous avez des données sensibles. Comment vous intégrez cet élément de sécurité à l'intérieur justement de votre feuille de route? Bon, on a le volet SSI et capital. Hein. On a une vigilance toute particulière, en particulier compte tenu des données que nous gérons, puisqu'il s'agit de données issues de procédures pénales, civiles, avec des éléments très très personnels, hein, très confidentiels. Donc on a un enjeu de sécurité sur l'hébergement, mais qui est assuré. Hein. On a une grande vigilance à cet égard. Et puis après, on a une culture de la sécurité au-delà des grands process, et on est très suivi évidemment par l'ANSSI sur toute cette démarche. On a aussi tout un travail là de formation des agents, parce qu'on s'aperçoit derrière chacune des grandes crises SSI qu'ont pu connaître, heureusement pas encore le ministère de la Justice, mais derrière ces grandes crises, il y a souvent des erreurs humaines. Hein, telle personne qui va venir avec une clé USB, qui va se brancher là où il ne faut pas. Bon, à nous de proposer des outils qui évitent d'avoir besoin de ça. C'était ça aussi l'objectif de la diffusion massive des ultra-portables, c'est de permettre aux agents de travailler chez eux et de ne pas être en train de s'envoyer sans arrêt par mail des documents confidentiels sur des boîtes privées pour travailler sur leur ordinateur personnel. Tout ça, c'est des choses qui appartiennent au passé, mais un passé pas si lointain. Il y a 5 ans, quand j'étais magistrat, je voyais des choses qui, aujourd'hui, au poste que j'occupe, me feraient froid dans le dos.
Vous avez évoqué aussi en début de conversation le cloud, en tout cas l'évolution vers le cloud. C'est quoi exactement cette orientation? Parce que vous êtes sur un cloud souverain, on sait qu'il y a une doctrine de l'État qui est liée au cloud. Alors c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps pour plusieurs raisons. D'abord parce que on a un sujet à traiter d'un grand nombre encore de serveurs dans des sites déconcentrés. Et ça, c'est évidemment des sources d'insécurité, c'est une source de complexité, de coûts et de coûts de gestion très importants, on le sait. Et donc on cherche à sortir progressivement de cet hébergement déconcentré. Et puis on a besoin, au-delà de la disponibilité qu'offre et de la sécurité qu'offre le cloud, aussi de cette souplesse qu'il donne dans le développement applicatif avec le DevOps. Et donc on a une feuille de route qui s'appelle Cloud Alpha, qui ne se résume pas au sujet de l'hébergement, mais qui doit embarquer progressivement la plupart de nos applications, avec différents niveaux de sécurité et différents types d'hébergement en fonction de la sensibilité des données. Et on a un certain nombre de SIV qui nécessitent effectivement un hébergement sur un cloud souverain. Donc il y en a 2 pour l'instant qui sont disponibles, pas au sein du ministère de la Justice. Voilà. Et puis un certain nombre d'autres applicatifs qui peuvent aller sur du SecNum et sur lesquels on a commencé déjà le changement. Donc là, la stratégie est engagée, c'est un long travail. Nous ne sommes pas le seul à être engagés sur ce terrain. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Est-ce que le ministère a une feuille de route sur le sujet? On va dire qu'on est au début de cette feuille de route. Alors c'est que c'est un sujet qui est particulièrement sensible quand on parle de services judiciaires. Évidemment, une décision affectant la liberté des gens ou portant sur des données aussi sensibles que celles qu'on maintenait en matière pénale, par exemple, mais pas seulement. Évidemment, il faut que cette décision elle revienne à un humain et qu'on soit certain qu'elle est bien prise par un magistrat, par un éducateur, par un agent qui va... à qui la loi donne ce pouvoir de décider. Le sujet pour nous, il y a différents types d'intelligence artificielle. Nous, ce qu'on sait, on a déjà, en tout cas sur le spectre bas, l'intelligence artificielle des travaux. C'est certain que quand je parle d'aide à la décision, quand j'évoque la gestion intelligente des données, l'analyse statistique fine qui nous permet de nous projeter sur les pratiques métiers, c'est clair que là, on commence déjà à parler un peu d'intelligence artificielle. Donc voilà, on en est un peu au début de ces travaux. On est aussi très engagé au nom du ministre de la Justice sur la négociation européenne en cours sur la réglementation de l'IA, qui nous fixera aussi un peu les contraintes à respecter pour ne pas faire n'importe quoi avec cet outil. Mais bon, il va de soi que on manie des données qui sont extrêmement à la fois sensibles et précieuses pour travailler de manière intelligente. Et donc, on ne peut pas ne pas s'intéresser à l'intelligence artificielle. Voilà, maintenant, vous dire qu'on a une feuille de route déjà établie et construite, je crois que un peu partout, en fait, c'est un sujet en cours d'élaboration et qui se structure progressivement. Peut-être une dernière question sur les prochaines évolutions attendues au sein du ministère de la Justice. Bon, on a évoqué la feuille de route, donc c'est sûr que là, on est sur un objectif on s'est fixé 2027 pour tracer cette feuille de route. Si on prend les prochains jalons, on va avoir, on ne l'a pas évoqué en détail, mais on va avoir une application destinée aux justiciables qui s'appellera justice.fr et qui va permettre, qui est une déclinaison en fait, du site internet qui existe déjà, et qui va permettre aux justiciables sur leur smartphone d'avoir accès à un certain nombre de services qui vont progressivement se développer, mais se géolocaliser un certain nombre d'acteurs et de services justice dont ils ont besoin, faire des demandes en ligne ou des évaluations de leurs droits à l'AJ par exemple, accès à évidemment toute une banque d'informations. Donc ça va sortir normalement au mois d'avril prochain. On va généraliser la signature électronique en matière pénale avant même cet été, et puis on a cet objectif à la fois de déploiement d'informaticiens en juridiction et puis de signature électronique au pénal comme au civil dans toutes les juridictions d'ici la fin de l'année. Donc vous voyez, là j'ai pris que quelques exemples. On va finaliser aussi en 2023 le déploiement de SIAGE, donc ce service, ce système d'information de l'aide juridictionnelle qui va être un nouveau service pour les utilisateurs. Et en matière pénitentiaire, avec le numérique en détention,
Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, 60 à 70% des parloirs réservés par les familles pour accéder à leurs proches en détention sont faits par moyens dématérialisés. Là, il y a encore 2-3 ans, on était uniquement sur du papier. Donc vous voyez que petit à petit, en fait, on arrive à poser des jalons, pas toujours très visibles, parce que ce ne sont pas toujours des services qui concernent l'ensemble de la population, mais qui transforment notre quotidien. Alexandre Debaucher, merci beaucoup. Merci. Et je vous propose de passer au prochain intervenant. On accueille maintenant la start-up Neymer en partenariat avec MyFriend Startup. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luc de Rochefort. Vous êtes directeur développement des collectivités chez Neymer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le périmètre de votre fonction? Oui, moi je m'occupe du développement des activités de Neymer auprès des acteurs publics, donc essentiellement les collectivités territoriales, mais aussi des syndicats mixtes d'énergie. Et puis potentiellement également les aménageurs urbains aussi qui peuvent être intéressés par les cas d'usage qu'on développe. En quelques mots, comment est-ce que vous définissez Neymer? Neymer, c'est un acteur de la data intelligence et du secteur numérique. Neymer, ça a une particularité, c'est d'avoir créé une base de données qui recense les 35 millions de bâtiments qui sont présents en France métropolitaine et de pouvoir caractériser chaque bâtiment à l'adresse avec un jeu de 250 données de description sur des enjeux et des thématiques de transition écologique. Alors sur la partie technologique, ça repose sur, justement sur quelle technologie? Alors ça repose au niveau de la plateforme sur les technologies React, gRPC et Coltin. Et puis sur toute la création de la base de données qui repose sur beaucoup d'intelligence artificielle. On a des techniques de machine learning, de computer vision, de data engineering et de NLP, voilà, qui sont les 4 principales grandes technologies d'intelligence artificielle qu'on utilise pour développer nos données. Alors vous avez donné le volume d'informations que vous traitez, en tout cas sur la base de données des bâtiments. Comment vous faites pour collecter les données et les récupérer? Alors on a 40 scrappers qui ont été créés ad hoc par Neymer, qui nous permettent d'aller sourcer les bonnes données au bon endroit. Et ça représente à peu près 2 millions de fichiers par an qui sont téléchargés, qui sont implémentés. Pour pouvoir à la fois, chaque mois pour certaines thématiques, mettre à jour et actualiser des données. Et puis sur des fréquences un peu moins grandes en fonction des sujets, de pouvoir le faire au minimum une fois par an, d'aller actualiser et mettre à jour les jeux de données qu'on a. Est-ce que vous pouvez juste préciser quel type de données vous avez? Vous avez parlé tout à l'heure à l'intérieur des bâtiments, vous avez plusieurs éléments. C'est quel type d'informations? Alors ce sont des données descriptives de compacité, de gabarit, de matériaux de toit, type de toit, objet de toit par exemple. Ce sont des données aussi qui concernent bien les données de performance énergétique des bâtiments, donc qui caractérisent le bâtiment d'un point de vue énergétique et qui permettent de proposer des scénarios de transition écologique, c'est-à-dire à la fois de rénovation énergétique du parc immobilier, en proposant des scénarios avant et après travaux d'économie potentielle en euros, en kilowattheure, en impact carbone. De la même façon avec le potentiel également d'énergie renouvelable, solarisation en toiture. Également l'exposition d'un parc immobilier aux aléas climatiques sévères, aux risques naturels, aux évolutions climatiques possibles. Voilà, il y a différentes thématiques de transition écologique. Donc 250 données par bâtiment, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est autant de filtres qui sont possibles justement pour implémenter des cas d'usage et puis mettre en perspective des scénarios de politique publique justement pour conduire cette transition énergétique. Alors, en introduction, Célia, vous définissez comme directeur du développement des collectivités. Vous travaillez avec le secteur privé, mais aussi avec le secteur public. Dans ce secteur public, vous adressez à qui exactement? Alors, on s'adresse aux directions du numérique, bien sûr, aux services SIG, mais également aux directions fonctionnelles, qui sont les directions de l'habitat, les directions des bâtiments, pour les bâtiments publics, les directions de la transition énergétique, bien sûr, puisqu'il y a des actions dans les plans climat et énergie des territoires, notamment sur le développement des énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables sont potentiellement, on peut les développer en toiture, notamment sur de nombreux bâtiments. Et puis également, dans certains cas aussi, avec les directions de l'urbanisme, pour un cas d'usage qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, qui sont les cas d'usage sur les îlots de chaleur urbains. Alors justement, vous parliez des cas d'usage, peut-être nous donner quelques exemples pour
voir un peu plus concrètement ce que ça donne? Alors on a par exemple pour les directions de l'habitat un cas d'usage qui permet de recenser le parc immobilier résidentiel en étiquette E, F ou G. Vous savez que ce parc résidentiel est visé par la loi climat et résilience avec des objectifs d'ici 2035 de pouvoir le rénover énergétiquement puisqu'il y a un critère de décence énergétique sur la mise en location de ces logements. On appelle les passoires thermiques. Qu'on appelle les passoires thermiques, voilà, en langage plus commun. Et donc, sur certains territoires, on a plus de 50% des habitants qui sont locataires, pour partie dans ces passoires thermiques. Donc, il faut pouvoir géolocaliser finement ce parc immobilier et puis traduire en fait cette géolocalisation en termes de potentiel de rénovation énergétique qui permettent de tracer, de clarifier des trajectoires de rénovation énergétique. Quels sont les lots de travaux qu'on peut adresser en priorité à ces logements, à quel coût, est-ce qu'on a suffisamment de filières professionnelles RGE pour pouvoir faire ces travaux, sinon est-ce qu'on peut la développer ou pas. Il y a toute une grille d'analyse en fait de ce qu'il est possible de faire sur un territoire, de ce qu'il est souhaitable de faire, et puis de pouvoir traduire ça en termes d'enjeux, de ratio euros investis et puis kilowattheures économisés. Il y a des lots de travaux plus pertinents que d'autres. On est bien sur le résidentiel, on n'est pas sur... On est bien sur le résidentiel, voilà. Ouais. Là, on est sur c'est un cas d'usage sur le résidentiel privé. Avec les directions de l'habitat de nombreuses collectivités, on recense le parc public. Certains départements, par exemple, n'ont pas tous une connaissance fine de l'ensemble des bâtiments qui sont des bâtiments publics et pour autant souhaitent mettre en place des mesures d'incitation pour promouvoir la transition écologique de ce parc public. Et donc nous demandent de géolocaliser ce parc et puis de leur donner quelques jeux de données, notamment sur le potentiel photovoltaïque en toiture de ce parc public. Est-ce qu'on peut solariser ou pas ce parc? Vous savez que les factures énergétiques des collectivités sont sous une pression inflationniste un peu forte en ce moment. Donc la solarisation, le photovoltaïque en toiture, c'est un enjeu à la fois économique pour les territoires, écologique bien sûr pour également. Et donc voilà, la data de ce point de vue-là peut permettre en quelques clics de détecter le potentiel de solarisation sur un bâtiment ou sur plusieurs bâtiments. Voilà, sur certains départements, on a plus de 5000 bâtiments publics. Donc on peut fournir cette base de données-là à un département, à une EPCI, à une région aussi. Et puis voilà, c'est ensuite mis dans les SIG et puis on peut faire beaucoup de choses avec. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On fournit aussi des cadastres solaires grand public. Voilà, on a avec La Rochelle, territoire zéro carbone, on va livrer bientôt un cadastre solaire sur la plateforme rochelaise de la rénovation énergétique qui permettra à chaque citoyen de taper son adresse sur l'interface web qu'on va mettre en ligne et puis d'avoir le potentiel photovoltaïque en toiture de son habitation pour promouvoir la filière d'énergie renouvelable sur tout le parc résidentiel. Vous savez que 80% des bâtiments, finalement, c'est du résidentiel. Donc l'enjeu écologique sur ce parc immobilier est très important. Et donc la data, de ce point de vue-là, permet d'accélérer certaines choses. On peut, avec la computer vision et l'imagerie vue du ciel, détecter assez finement un potentiel photovoltaïque, une surface activable qu'on va donner en prenant en compte le type de toit, le matériau de toit et les différentes contraintes, les objets qu'on a sur le toit. On va déduire ces contraintes techniques sur le toit pour pouvoir proposer une vraie surface activable et pas quelque chose par défaut un peu dans l'épaisseur du trait. Voilà, donc on peut subsidiaire, vous prenez en compte des éléments juridiques aussi, ou légal, parce que typiquement quand on installe du photovoltaïque sur un toit, il y a la zone Malraux, enfin en tout cas la loi Malraux, qui fait qu'on a potentiellement à côté d'un établissement, soit une église ou un monument public, c'est un peu plus compliqué quand même pour... On a les distances aux monuments historiques les plus proches, donc on sait si on est en périmètre classé ou pas. Et donc on renvoie, il y a des éléments de langage un peu pédagogiques sur ce type d'outil qui renvoient en fait à la collectivité en disant voilà, vous êtes en périmètre classé, donc adressez-vous à la direction de l'urbanisme parce qu'il va falloir une autorisation préalable de travaux, un permis de construire et donc voilà, vous êtes soumis à une autorisation légale et il n'est pas certain du coup qu'on puisse installer des panneaux, mais voilà, ça fait partie des choses, des précautions qu'on prend sur l'outil, surtout quand c'est du grand public, il y a comme ça quelques éléments à pointer de façon claire pour que ce ne soit pas déceptif après pour le citoyen. Et que dans le parcours d'utilisation de l'outil, on ait quelque chose qui soit fluide et qui soit constructif et qui positive. Voilà. J'allais vous demander justement, est-ce qu'il y a une forme de sensibilisation qui accompagne l'outil?
Alors, oui, c'est-à-dire on a des formations pour les agents des collectivités sur l'outil, mais après ce sont des outils intuitifs qui sont en mode responsive sur des tablettes par exemple, sur des applications, donc en fait il suffit de taper son adresse et puis après vous avez un parcours utilisateur où vous cliquez sur l'étape suivante, etc. Tout ça c'est assez fluide et vous avez votre scénario d'économie d'énergie avant et après installation des panneaux en euros, en kilowattheure et puis en CO2 économisé aussi. Vous avez un retour sur investissement qui prend en compte une inflation aussi sur le coût de l'électricité. Vous pouvez aussi avoir des scénarios en autoconsommation ou en injection dans le réseau, donc des choses qui sont paramétrables. C'est assez agile, c'est du numérique. Donc avec les collectivités, on travaille un peu en mode projet en amont et puis voilà, on personnalise l'outil en fonction des enjeux de territoire et puis de la volonté politique qu'il y a de promouvoir plus ou moins ces outils. Ces filières aussi, en fonction des professionnels qui sont aussi disponibles sur le périmètre. Et donc c'est tout l'intérêt, je dirais, l'attractivité de ces outils, c'est cette agilité-là et cette capacité d'adaptation. Peut-être une dernière question sur les développements à venir chez Neimer. Alors, on a quelques développements à venir d'abord sur l'international. Donc Neimer aujourd'hui est une start-up franco-française, mais avec des ambitions qui vont au-delà. L'ambition de se développer toujours dans les territoires, puisque la Banque des Territoires est depuis janvier dernier un des actionnaires principaux de Neimer, la Société Générale aussi. Donc on sait qu'on va pouvoir développer des cas d'usage, parler des îlots de chaleur urbains. Voilà, c'est un cas d'usage qui est dans la roadmap des projets et puis des choses qu'on voudrait pouvoir adresser aux collectivités de façon un peu plus fine et un peu plus structurée. Donc voilà, on a toute une équipe. Neimer, ça représente ces 50 personnes, 75% de l'effectif est dédié à la production de la donnée, à la mise en valeur de la donnée, à son actualisation, à sa mise à jour. Donc on a vraiment cette équipe très structurée, dédiée, avec toute une partie sur la data intelligence pour aller sourcer la bonne donnée au bon endroit, la data production qui va mettre en œuvre les techniques d'intelligence artificielle pour produire des données là où elles n'existent pas. Et puis la partie support pour toutes les interfaces métiers qu'on peut développer pour mettre la donnée en valeur et puis avoir des vrais cas d'usage opérationnels à proposer. Luc de Rochefort, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous propose de passer au prochain intervenant. Suite de cette émission de webconférence LMI consacrée au secteur public, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Geoffrey Aldebert. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes data engineer chez Etalab. Alors peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous présenter Etalab puisque c'est à l'intérieur de la DINUM? Tout à fait, donc je suis data engineer au sein du département Etalab qui appartient à la direction interministérielle du numérique. Et donc je travaille notamment dans une équipe qui s'appelle data.gouv.fr et je suis data engineer, donc c'est-à-dire que je m'occupe un peu de traitement des données, de qualité des données et de manipulation en général. Alors Geoffrey, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur quel type de données vous travaillez justement ? Oui, alors data.gouv.fr, c'est la plateforme nationale des données ouvertes françaises, c'est-à-dire que c'est une plateforme sur laquelle on va trouver environ 45 000 jeux de données qui sont publiés et produits par les différentes administrations françaises, pas uniquement les administrations, mais principalement. Et on va trouver donc différents types de données au sein de ces administrations, sur différentes thématiques comme le logement, l'énergie, les transports par exemple. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement d'usage de ces données publiques ? Oui, tout à fait. Alors, les données qui sont mises à disposition sur la plateforme, elles vont cibler trois principaux publics. Le premier public, c'est les citoyens et citoyennes. On pense par exemple aux données de la crise sanitaire, l'épidémie de Covid-19. En fait, depuis 2020, il y a un très grand nombre de données qui sont publiées sur la plateforme data.gouv.fr, que ce soit par le ministère de la Santé, le Santé publique France ou l'adresse par exemple. Et donc ces données qui vont suivre les lieux, les nombres de vaccinations, les suivis du taux d'incidence dans la population, elles sont mises à disposition donc des citoyens sur la plateforme data.gouv.fr qui peuvent s'en resservir et les utiliser pour les diffuser. C'est utilisé également par beaucoup de journalistes. On peut penser à des initiatives comme Covid Tracker par exemple, qui a aidé les citoyens français à suivre au jour le jour l'épidémie de Covid-19, Covid Tracker se sourçait sur les données qui étaient produites sur la plateforme data.gouv.fr.
Je peux parler aussi d'une deuxième population qui sont les administrations elles-mêmes. Donc les données qui sont publiées sur data.gouv.fr, elles sont également utilisées par les administrations. Je parlais de la crise sanitaire. Dans la crise sanitaire, il y a beaucoup d'argent public qui a été donné aux entreprises sous forme de prêts garantis de l'État, fonds de solidarité. Pour suivre un petit peu l'évolution de ces données, en fait, il y avait par exemple des préfets à la relance qui suivaient les données qui étaient publiées sur data.gouv.fr et dans des tableaux de bord personnalisés, qui permettaient de voir à sa maille territoriale quel secteur d'activité avait été plus aidé que l'autre pour essayer d'un petit peu de balancer les politiques publiques autour de la donnée. Et le dernier ? Et le dernier, c'est la sphère privée. Donc là, je pense par exemple aux données de transport, les données de l'offre de mobilité, quand une collectivité territoriale, une agglomération va publier des données sur son offre de transport, les bus, les métros, les trains. Ces données en fait sont publiées sur la plateforme data.gouv.fr et on a une équipe dédiée qui s'appelle transport.data.gouv.fr qui va travailler à ce qu'il y ait de plus en plus de données et qu'elles alimentent la sphère privée. Et c'est comme ça que vous les retrouvez par exemple dans vos applications de smartphone, sur Google Maps, Waze ou Coyote, si je veux en citer quelques-uns. Alors, Geoffrey, vous avez parlé tout à l'heure de traitement de la donnée, en tout cas d'utiliser la donnée. Il y a une problématique qui est la qualité de la donnée. Comment on s'assure finalement de cette qualité ? Alors nous, data.gouv.fr, on va laisser la possibilité à chacun de publier sa donnée. Donc on ne va pas forcément demander un niveau de qualité minimum pour publier les données. Par contre, on va essayer de jouer un petit peu sur la mise en avant de jeux de données qui sont plus ou moins de qualité. C'est pour ça que récemment, on a mis en place un score de qualité donc qui va donner sur la plateforme une notion sur si un jeu de données est fréquemment mis à jour, si il y a des métadonnées qui sont renseignées autour de celui-ci, une bonne description, une documentation associée. Donc ça permet aux producteurs de plutôt jouer le jeu de la qualité en essayant de produire des données de plus en plus de qualité. Et puis tout un autre pan que je pense sur la qualité des données, c'est au niveau d'une initiative qu'on porte depuis 2019 qui s'appelle schéma.data.gouv.fr, donc qui est un site internet qui permet de référencer, de documenter un certain nombre de schémas de données. Un schéma de données, c'est une structure d'un jeu de données particulier. Donc je prends par exemple l'exemple des aménagements cyclables. Les aménagements cyclables, en fait, on va avoir plusieurs collectivités territoriales qui vont vouloir produire leurs données, mais si elles le font chacun de leur côté en publiant la donnée comme elles le souhaitent, il ne va pas forcément y avoir une homogénéité de ces données. Et donc on va avoir l'ambition d'avoir une documentation unique pour produire ces données sous un format particulier. Ça veut dire d'avoir un référentiel commun. Il y a des formats ou comme on parlait tout à l'heure, Célia, d'avoir un format de format de données. Est-ce qu'il y a dans ce référentiel commun, il y a des choses particulières, en tout cas des éléments incontournables? Tout à fait. Donc Schéma DataGouv promeut ces schémas de données qui sont conçus sous un format particulier. Donc après, ça va dépendre de la donnée source qu'on attend, si c'est des données tabulaires, des données arborescentes ou autres. Mais donc on va avoir un certain nombre de standards qui existent et qui vont pouvoir être utilisés par les différents producteurs de données pour se référer à la documentation qui se trouve. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est que plusieurs collectivités qui vont produire le même type de données. Après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les agréger, de pouvoir avoir une vision, par exemple, départementale, régionale, nationale. Et donc, ces bases d'agrégation, elles sont possibles que si un schéma de données est utilisé pour la production. Et je crois qu'il y a des initiatives autour des recharges des bornes électriques, non aussi ? Oui, tout à fait. Donc, les bornes de recharge pour véhicules électriques, donc un arrêté qui demande à ce que les aménageurs de ces bornes-là publient les données sur data.gouv.fr et les publient sous un format particulier. Et donc, ce qui fait qu'on a plein de jeux de données qui arrivent sur data.gouv.fr. On en a plus de 1000, je crois, aux dernières nouvelles. Mais du coup, c'est pas forcément très intéressant individuellement d'avoir l'information qu'un hôtel a 3 bornes de véhicules électriques dans son hôtel. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir agréger tout ça. Et donc, c'est quelque chose que qu'on réalise également au sein de la DINUM en agrégeant toutes ces données-là dans une base nationale unique et qui est à la disposition de tous. Alors, est-ce que justement vous avez des problèmes, on va dire des freins autour de l'ouverture des données? Je pense notamment au RGPD ou alors au besoin d'anonymiser certaines données. Oui, alors tout à fait. La loi pour la République numérique qui a été établie en 2016, elle oblige les administrations à publier les données
qu'elles ont en leur sein, si elles ne sont pas couvertes sous le sceau d'un secret. Donc bien sûr, s'il y a un secret, le secret des affaires, le secret pour les données personnelles, tout ça, en fait, on ne va pas les publier sur data.gouv.fr, mais par contre, il peut y avoir des informations dans ces bases de données qui peuvent être intéressantes, et donc il y a un travail d'anonymisation à faire. Donc c'est souvent un travail que l'on mène côté d'Inum pour accompagner les administrations à l'ouverture de ces données, en voyant quelles techniques on peut appliquer sur les bases pour qu'elles soient anonymisées. Il y a également des difficultés techniques en termes des systèmes d'information. Les systèmes d'information, ils ont des contraintes techniques. Parfois, c'est des systèmes d'information qui sont vieillissants et qui ont un certain âge. Donc, il faut aller travailler directement main dans la main avec les administrations pour voir comment est-ce qu'on peut récupérer les données, faire des copies et puis avoir un processus pérenne. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est pas d'avoir un jeu de données une seule fois, mais d'avoir une mise à jour régulière des données. Un autre exemple que je peux prendre, par exemple, qui sont les données de valeur foncière, donc les données DVF, qui sont les données de transactions immobilières qui ont lieu sur le territoire français. Et donc, on a l'information de tel bien a été vendu à telle date, ou à tel prix. Cette information-là, on a dû avoir un décret qui est établi pour qu'il puisse libérer ces données en open data, parce que effectivement, en fait, ces données ont des informations qui sont considérées comme personnelles. Mais cette donnée-là, comme elle est considérée comme un motif d'intérêt général important, c'est le motif de la transparence et de l'information citoyenne sur le prix de l'immobilier, en fait, donc il y a ce décret qui est sorti et qui permet la mise en open data de ces données. Et donc, sur ces données en particulier, on a un tableau de bord qu'on administre côté d'Inum, qui s'appelle app.dvf.etalab.gouv.fr, qui permet à tout citoyen de voir autour de chez soi les différentes transactions immobilières qui ont été réalisées et donc pouvoir potentiellement sur un projet d'achat d'appartement ou de maison se positionner et voir le prix moyen autour de chez soi. J'ai eu le plaisir d'aller au Salon des maires. Il y a eu beaucoup de discussions autour de la valorisation, en tout cas des données issues des collectivités territoriales. J'allais dire, quelle est votre politique vis-à-vis de ces collectivités pour valoriser et transmettre aussi les données, l'open data? Alors du coup, l'open data auprès des collectivités territoriales, c'est pas forcément le cœur de notre action, puisque nous, on travaille plutôt main dans la main avec les administrations centrales, mais néanmoins, celles-ci peuvent publier les données en open data, et on travaille main dans la main avec une association d'élus qui s'appelle Open Data France, qui travaille notamment avec ces collectivités locales, qui ont pour intérêt de publier des jeux de données priorisés. Donc en fait, Open Data France propose, dans un label qui s'appelle le Socle commun des données locales, de publier un portefeuille, un catalogue de données, donc par exemple les plats des menus de restauration collective, les aménagements cyclables, comme je le disais tout à l'heure, les données d'aménageurs, etc., etc. Donc un portefeuille de 10 jeux de données où une collectivité locale qui veut se lancer dans l'aventure de l'open data peut commencer, où il y a beaucoup de documentation qui est afférente à ces données-là, donc ça va être plus facile pour elle de produire les données, et où on a un certain nombre d'outils qu'on administre côté d'Inum pour la publication de ces données, la validation. Ce qui est important, c'est quand on va publier un jeu de données, vérifier que celui-ci est bien au bon standard. Donc il y a des outils qui existent pour cela, et également des outils sur la visualisation des données en tant que telles. Il y a toujours besoin d'évangélisation, parce que vous parliez tout à l'heure entre les formats, le référentiel commun. On sait que les collectivités territoriales ont toujours une multitude de données. Ça peut être aussi compliqué par savoir par quel côté on commence. Oui, et c'est pour ça que ces initiatives de schémas de données dont j'ai mentionné dans schéma.data.gouv.fr, ça se fait avec des groupes de travail qui regroupent différents acteurs. Donc par exemple, on va avoir plusieurs collectivités territoriales qui se mettent autour de la table, avec éventuellement des éditeurs de logiciels qui, eux, portent la donnée et qui savent ce qui est possible de faire techniquement pour l'export de ces types de données, avec des réutilisateurs qui sont un intérêt à ce que ces données-là soient agrégées et réutilisées. Et donc l'initiative Schéma Data Gouv, elle a pour vocation à vraiment rassembler un petit peu tous ces acteurs pour la production d'un schéma de données qui convient à chacun. Peut-être une dernière question sur les évolutions justement qu'on peut attendre dans les prochains mois sur data.gouv.fr. Oui, du coup, sur data.gouv.fr, en fait, on est donc une plateforme qui met à disposition des données. Par contre, en fait, on s'adresse quand même principalement à un public qui est assez technique, qui sait télécharger la donnée, la visualiser, en faire quelque chose. Donc souvent, c'est pour ça qu'on a des intermédiaires. Covid Tracker en est un très bon exemple. Mais donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a le dernier kilomètre sur lequel on veut aller, c'est-à-dire
faire que tout le monde puisse s'approprier les données qui sont publiées sur data.gouv.fr. Et ça passe par de l'exploration, de la visualisation de données. Et donc ça, c'est vraiment des champs assez forts sur lesquels on axe notre travail pour cette année 2023, avec notamment la sortie d'un outil qui s'appelle explore.data.gouv.fr, qui permet donc à chacun de pouvoir visualiser, de filtrer, d'avoir une information assez précise et qualitative de la donnée qu'il va rechercher sur la plateforme data.gouv.fr. Et puis il y a plein d'initiatives qui existent aussi à la DINUM et par ailleurs. Si j'en cite une autre côté DINUM, je peux penser par exemple à la base des entreprises, la base Sirène. Donc c'est la liste de toutes les entreprises françaises. Donc ces données sont mises à disposition en open data sur la plateforme. Et donc on a donc mis en place un produit qui s'appelle l'annuaire des entreprises, annuaire-entreprise.data.gouv.fr, qui permet à tout le monde de pouvoir voir les informations sur une entreprise française. Ça peut être très pratique par exemple si on veut faire de la recherche pour fraude, par exemple quand on va faire des travaux chez soi et qu'on veut avoir une information sur l'entreprise avec laquelle on va contractualiser. Très vite on a les informations essentielles sur l'entreprise et on va pouvoir avoir les informations si elle est labellisée particulièrement sur un label par exemple de référent de garant de l'environnement ou des choses comme ça. Et donc l'idée de ce produit, c'est de se concentrer en un seul point l'ensemble des informations open data sur les entreprises. Donc ça, c'est une thématique parmi d'autres. Geoffrey, on a parlé de beaucoup d'initiatives durant cette conversation. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un endroit où tout est centralisé et on peut avoir accès facilement? Oui, du coup, s'il faut retenir quelque chose, c'est le nom de domaine data.gouv.fr sur lequel vous pouvez vous rendre. Et donc là-dessus, on a l'information sur les différentes initiatives et ce qu'on appelle un peu les verticales, donc transport, schéma, explore, tous ces sites internet que j'ai cités, vous pouvez les retrouver sur ce site. Geoffrey Aldebert, merci beaucoup. Merci. Et je vous propose de passer à la suite de l'émission. Dernier invité de cette webconférence LMI sectorielle consacrée au secteur public, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Carteau. Bonjour Cédric Carteau. Bonjour. Alors vous êtes RSSI du CHU de Nantes. Peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous définir votre rôle et le périmètre de vos fonctions? Alors mon titre exact c'est RSSI et délégué à la protection des données, donc à la fois du CHU de Nantes et du groupement hospitalier de territoire du département 44. Donc mes fonctions sont classiques, celles d'un responsable sécurité système d'information qui est plutôt en maîtrise d'ouvrage, qui n'est pas en opérationnel, ce qui va bien avec la fonction de DPO, puisque dans les deux cas, il s'agit de faire une appréciation des risques, de conseiller, d'alerter, de mettre en place des dispositifs à la fois techniques et organisationnels. Vraiment, sur les grandes lignes, c'est ça. Alors, on va revenir sur les menaces qui pèsent sur les établissements de santé. Peut-être, première question, est-ce que c'est finalement des menaces similaires à toute autre société ou est-ce qu'il y a des spécificités quand même à ces fonctions particulières? Alors, selon l'ANSSI et selon le ministère, les hôpitaux ne sont pas plus ciblés que les autres parties de l'industrie ou du secteur tertiaire. Simplement, les hôpitaux prennent leur part des attaques en ransomware, puisque c'est essentiellement de ça dont on parle. La grosse différence entre un hôpital et une PME, c'est que lorsqu'un hôpital se fait attaquer, comme ça a été le cas pour Versailles et Corbeil-Essonnes récemment, tout de suite, l'attaque est très médiatisée. Mais il n'y a pas de raison de penser que les hôpitaux prennent plus que leur part sur les attaques. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que les risques, évidemment, sont complètement différents entre le monde de la santé et le secteur tertiaire, tout sous-secteur confondu. Alors, chacun a ses spécificités, mais dans la santé, le risque majeur, évidemment, c'est le risque létal, c'est-à-dire la perte de patients. Alors, il y a déjà eu des affaires de ce genre-là en Allemagne, qui ont d'ailleurs été très médiatisées, puisqu'il y a une patiente qui est décédée lors d'une opération qui s'est déroulée pendant une attaque ransomware. Donc, effectivement, le risque majeur dans l'hôpital, c'est le risque de perte de chance patient ou, à l'extrême, le risque létal. Cédric Carteau, quand on a réalisé justement la préparation de cet entretien, vous évoquiez notamment les questions autour des éditeurs de logiciels qui vous demandent souvent aussi des choses un petit peu, on va dire, un petit peu sportives. Alors, on peut effectivement le dire comme ça. Alors, une des sources de vulnérabilité qu'il y a dans toutes les entreprises, c'est pas particulier à l'hôpital, on va dire, c'est les produits qui sont délivrés. Alors, les produits, quand on parle de produits, on parle à la fois de logiciels et de matériel, évidemment, qui ont trait à l'informatique et à la cyber. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur côtoie le pire. Vous avez des gros éditeurs qui ont pignon sur rue, qui délivrent des produits qui sont tout à fait conformes, dont les architectures ont été pensées pour prendre en compte la partie cyber.
Et puis vous avez le pire, c'est-à-dire des éditeurs ou des constructeurs qui vous délivrent des produits dont on se demande quel est celui qui a imaginé cette architecture ou cette façon de développer du code, et dans quel bureau et comment a-t-il été formé. Et quand je dis que le meilleur côtoie le pire, ça n'a rien à voir avec la taille de l'éditeur. On a des tout petits éditeurs qui fournissent des prestations ou des solutions qui sont d'extrêmement bon niveau. On a aussi des très très gros constructeurs ou fournisseurs qui sont dans le même cas. Et on a, dans les deux cas, petits et gros, on a des produits qui ne devraient même pas avoir le droit d'exister sur le marché. Et ça, c'est une grosse source de risque pour les RSSI. On passe un temps assez considérable à se battre à la fois en interne et contre ces délivrances de produits qui ne devraient pas exister sur le marché. Une autre problématique qu'on voit, c'est autour de l'obsolescence des équipements médicaux à l'intérieur des établissements de santé. On a différents équipements, alors avec des vieux OS, avec de vieux logiciels, des vieux firmware. Est-ce que c'est finalement, ça peut être des vecteurs d'attaque en particulier contre les établissements de santé? Alors oui, ce sont des vecteurs d'attaque. L'obsolescence, elle provient tout simplement du fait qu'on n'a pas les moyens financiers et humains de procéder au renouvellement de tous ces équipements. Alors quelquefois, ce n'est qu'une question d'argent, quelquefois ça peut être plus compliqué. Vous pouvez changer un PC en appelant un fournisseur ou un technicien supérieur qui vient vous mettre un nouveau PC sur la table, ça se résume à de l'argent. Quand il s'agit d'aller changer un équipement qui pilote, par exemple, les systèmes de transport de petits objets, vous ne faites pas ça tous les 5 ans, tout simplement parce que derrière, il y a de la mécanique, il y a de la tuyauterie technique, il y a des contacteurs. Le fournisseur n'existe plus forcément. Ce sont des systèmes qui ont des durées de vie qui sont très, très élevées, quelquefois plus de 20 ans. Donc la notion d'obsolescence, en fait, elle n'existait pas il y a 10 ou 20 ans. À partir du moment où tous ces systèmes rejoignent l'informatique, ils sont contraints par les cycles de vie de l'informatique. Donc la première raison de l'obsolescence, c'est ça. Après, il y a toujours des choses à faire. Lorsqu'on a un système obsolescent, on peut l'isoler tout ou partie sur un réseau, on peut le mettre derrière un firewall interne, on peut couper ses ports USB, lui couper l'accès Internet. Il y a toujours des choses à faire. Mais dans tous les cas, ces choses-là réclament des bras. Et aujourd'hui, le problème de l'obsolescence, c'est qu'on a des moyens techniques pour réduire les risques dus à l'obsolescence, mais à chaque fois, on en revient toujours au même problème. À chaque fois, ça se traduit par des besoins en bras, c'est-à-dire en hommes et en femmes qui vont analyser, aller sur le terrain, déployer des solutions et les maintenir. Et en fait, aujourd'hui, c'est de ça dont on manque. On va revenir sur la question des bras et des compétences humaines. Juste avant, quand on est RSSI, on fait aussi de la gestion de risque. Donc on prend des arbitrages. Vous avez évoqué la difficulté, en tout cas les différents problèmes auxquels vous étiez confrontés. Comment on fait cet arbitrage finalement sur la gestion de risque? Alors, selon le secteur, ce ne sont pas les mêmes règles. Selon qu'on parle du biomédical, de l'informatique classique, de la recherche, on n'a pas tout à fait les mêmes règles. Certaines réglementations s'imposent à des secteurs et pas à d'autres. On pense par exemple à la directive Nice, qui s'applique essentiellement au système de production de santé, mais qui est moins prégnante dans le domaine de la recherche. A contrario, le RGPD s'applique dans tous les domaines, mais s'applique par exemple moins au système technique de supervision de bâtiments, pour prendre cet exemple. Donc en fait, ça dépend du secteur. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le RSSI seul qui décide par quel risque on commence et par quel risque on termine. C'est très important de garder dans l'idée que c'est une décision qui est toujours collégiale. Ça se passe entre la maîtrise d'ouvrage métier, le RSSI qui est en alerte au conseil, et les équipes techniques qui sont celles sur lesquelles vont peser ces charges de remédiation. Donc la seule réponse, en fait, c'est que je n'ai pas la réponse et que c'est l'intelligence collective qui a la réponse et que c'est quasiment du cas par cas. On a évoqué, j'allais dire médiatiquement, vous avez parlé des ransomware. Effectivement, on a eu plusieurs cas qui ont été médiatisés. Le gouvernement aussi s'en est mêlé en débloquant des fonds dédiés à la sécurité des établissements de santé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que finalement, on a besoin d'argent ou on a besoin de bras? Alors ma position a toujours été la même sur ce sujet-là. Avant de dépenser de l'argent à acheter des boîtiers qui clignotent et des machins que l'on voit dans Star Trek, on a beaucoup de choses à faire avec des outils gratuits qui sont en libre accès sur le web. Et c'est la position qui est partagée par à peu près tous mes confrères. C'est la position sur laquelle les pouvoirs publics, en tout cas les gens avec qui j'ai pu échanger sur ce sujet-là, ils sont quand même assez d'accord. On va prendre un exemple très concret.
Alors c'est un des outils phares que j'utilise, mais si vous utilisez un outil qui s'appelle Ping Castle, qui sert à analyser en fait les failles d'un Active Directory, avant d'aller acheter des outils très chers et qui sont certainement excellents, hein, mais avant d'aller acheter des outils très très chers, commencez déjà par régler tout ce qui remonte en rouge et en violet et en écarlate sur la console de supervision de Ping Castle. Et quand vous aurez tout en vert, là, vous pourrez dire j'ai besoin d'argent pour aller acheter un outil payant. Mais avant d'en arriver là, on a beaucoup de choses à faire. Alors, je prends l'exemple de Ping Castle pour l'Active Directory, mais il y a énormément d'outils totalement gratuits, d'excellent niveau, qui servent à superviser des flux réseau, contrôler un AD, vérifier la cohérence des règles sur un firewall. Et donc, on n'a pas tant besoin d'argent pour acheter ces outils que des bras pour prendre la main sur des outils, les utiliser et surtout faire de la remédiation. Aujourd'hui, la rupture dans la chaîne de protection cyber, elle est dans l'utilisation des outils et dans la remédiation qui suit. Donc notre problème, ce n'est pas tellement de l'argent pour acheter les outils, notre problème, c'est de l'argent pour les utiliser. Ça fait la différence entre le build et le run au final. C'est exactement ça. On n'a pas tant de problèmes que ça de build. Évidemment, on en a comme tout le monde, mais on a surtout des problèmes de run. Et donc vous parliez des notions de bras, enfin en tout cas d'avoir les compétences humaines. Je reviens sur ce sujet-là. Je crois que vous avez réalisé une étude sur justement ce qui vous manque. En tout cas, est-ce que vous avez évalué le manque en matière de compétences? Alors oui, une étude qui a été faite au niveau national, que j'ai co-coordonnée avec le DSI du CHU de Tours, mais à laquelle pas mal de CHU ont participé. Alors je vais vous donner le résultat final, puisque les calculs sont un petit peu compliqués, mais on peut considérer que dans les GHT, je ne parle même pas du secteur médico-social, mais dans les GHT, c'est-à-dire le soin, on a estimé qu'il nous fallait entre 1300 et 1500 personnes de plus par rapport aux équipes actuelles, donc à répartir évidemment sur toute la France, pour assurer un niveau à peu près convenable à l'état de l'art de la protection vis-à-vis des nouvelles menaces cyber. Je fais bien référence aux nouvelles menaces cyber. Je ne fais pas référence à ce qui existe déjà. C'est-à-dire la sauvegarde des antivirus, on considère que c'est déjà fait. Là, on a une nouvelle menace qui apparaît, que sont les ransomware. Et le calcul qui a été fait, c'est combien il faut mettre de bras pour faire face à cette nouvelle menace dans les 135, je crois, GHT de France et de Navarre. Et le chiffre, il est à peu près entre 1300 et 1500 personnes. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces gens-là, même si on avait l'argent pour les recruter, ce qui n'est pas le cas, ils n'existent pas sur le marché du travail. Et donc, on se retrouve confronté à la même difficulté que les autres entreprises publiques ou privées qui ont besoin de ressources humaines pour faire de la cyber, c'est tout simplement le manque de compétences sur le marché. J'allais dire une question qui se pose naturellement, c'est est-ce que vous arrivez à séduire justement ces talents? Comment on peut faire pour les attirer vers le secteur public en particulier et peut-être spécifiquement sur les établissements de santé? Alors, curieusement, je ne sais pas si c'est le cas de tous mes confrères, mais curieusement, on n'a pas trop de problèmes pour être attractif. Alors, certes, peut-être que les salaires ne sont pas les mêmes dans le monde de la santé, mais on a d'autres choses à faire valoir. On a le sens de la mission, on a l'intérêt des missions. Je ne connais personne qui ait quitté une DSI hospitalière en se disant que le boulot est ennuyeux. J'ai jamais vu ça. Au contraire, les gens qui viennent disent le boulot est très intéressant, il est très prenant, mais il est très intéressant. Et donc, on a des choses à faire valoir. Un poste dans la fonction publique hospitalière, et je suppose dans d'autres fonctions publiques, et je ne les connais pas toutes, mais un poste, ça se vend quelque part. Il faut faire du marketing autour de l'intérêt du poste. Certes, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Et pour l'instant, les difficultés de recrutement que l'on a sont des difficultés qui sont dues à la pénurie de ressources sur le marché. Ce ne sont pas des difficultés qui sont dues en particulier au statut de la fonction publique hospitalière. C'est le côté optimiste en fait de la réponse à la question. Peut-être dernière question avant de vous libérer. On a parlé des cyberattaques, on parle souvent aussi de la préparation à ces cyberattaques, donc faire de la gestion de crise. Aujourd'hui, où vous en êtes dans ces problématiques de gestion de crise? Je veux dire, dans le secteur hospitalier, les questions des urgences, on connaît. Alors, il se trouve que le ministère impose des exercices de crise à tous les établissements qui sont opérateurs de services essentiels. Et aux autres établissements, il les impose aussi, mais dans un calendrier qui est un peu moins contraignant. Alors, la gestion de crise, les tests de gestion de crise, c'est un impératif. Aujourd'hui, plus personne n'ira nier le fait qu'il faut de temps en temps tester la sirène alarme incendie, que de temps en temps, il faille aller tester tel ou tel dispositif de sécurité sur un avion de ligne. Donc, le fait que l'on ne fasse pas de manière régulière des tests de gestion de crise dans l'IT, c'est une anomalie.
Donc là, la décision du ministère, elle est bonne sur ce sujet-là. Après, on peut faire énormément de catégories de tests de gestion de crise. Une gestion de crise qui consiste à mettre dans une salle fermée tout le top management de l'hôpital et faire ce qu'on appelle un escape game avec des ennuis, des stimuli qui arrivent toutes les heures, avec du son et lumière, ça existe. Hein. Avec des salles en son et lumière, il y a des entreprises qui proposent ce type de prestations. C'est une forme de test de gestion de crise, mais qui n'a strictement rien à voir avec un test de bascule informatique sur un site de secours, avec obligation pour les personnels de dérouler les procédures dégradées. Dans les deux cas, on est sur des tests de gestion de crise, mais l'objectif n'est pas le même, les personnels concernés ne sont pas les mêmes, et donc forcément, les moyens et la perturbation ne sera pas la même. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, à ma connaissance, par le ministère, de réaliser une typologie particulière de tests de gestion de crise. Il y a des kits qui sont fournis par l'ANS, qui sont d'ailleurs extrêmement bien faits, mais on est relativement libre sur le choix de l'exercice. Ce qui est sûr, c'est que les hôpitaux doivent rentrer, à mon sens, doivent rentrer dans une culture du test de la crise IT, comme ils sont déjà rentrés dans cette culture-là sur le plan blanc, les attaques NRBC, faisant suite aux attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. À la suite de ces événements gravissimes, les hôpitaux ont été contraints de mettre en place des dispositifs et je trouve tout à fait normal que la DSI et la cyber soient soumises aux mêmes contraintes. Pour moi, c'est sain comme raisonnement. Vous, de votre côté, vous avez eu, enfin, j'allais dire, vous êtes un habitué, ou en tout cas, vous avez travaillé sur ces questions d'exercice de crise. Vous allez même plus loin en allant vers les métiers, en tout cas, en descendant plutôt sur les couches métiers. Alors, le CHU de Nantes fait des tests de gestion de crise depuis quasiment 9 ans, puisque ça fait 9 ans que l'on fait des tests de bascule réguliers de data center, dans lequel on a fini par embarquer un test de rappel de cellules de crise, alors qui est ce qu'il est, hein, qui est sur un périmètre déterminé, qui n'a rien à voir avec l'exemple que je donnais tout à l'heure de test de gestion de crise par une équipe de direction générale, c'est tout à fait différent. Là, on est en train d'enclencher la deuxième phase, qui est de se raccrocher au dispositif plan blanc qui existe à l'hôpital et de faire dérouler à un ensemble de services qui sont les services critiques, typiquement la pharmacie, la biologie, l'anesthésie-réanimation. On est en train de leur faire dérouler en fait leur gestion de crise à leur niveau et de relier tout ce dispositif au dispositif plan blanc de l'hôpital. En fait, on est en train de considérer que la crise cyber est un des scénarios, parmi d'autres, auxquels l'hôpital doit pouvoir faire face. Et donc, on se branche en fait sur une organisation qui existe déjà, avec évidemment des particularités sur l'IT, mais sur lequel les professionnels ne sont pas dépaysés parce qu'ils ont déjà eu ces mêmes questions avant, quelque part. Alors, c'est une façon qu'on a eu de prendre le sujet. D'autres hôpitaux l'ont pris différemment et il n'y a pas de bonne méthode, quelque part. Hein. Il y a juste, il faut y aller de manière régulière. Et vous avez besoin aussi d'avoir des échanges avec vos pairs pour justement affiner, améliorer ces éléments ? Tous les RSSI de France et de Navarre, quel que soit le secteur, passent un temps assez considérable à échanger avec leurs pairs, parce que par définition, chaque problème que vous avez, quelqu'un l'a rencontré avant vous et l'a déjà réglé. Donc c'est pas la peine d'aller réinventer la roue ou la poudre ou l'eau chaude. On passe un temps assez considérable à appeler un ami, à appeler les copains, en disant « Tiens, toi, tu as fait comment pour régler ce sujet-là » Et en général, il y a une très bonne entraide. Eh ben, ça sera le mot de la fin, en tout cas. Merci. On restera encore sur l'humain et sur la cybersécurité. Merci beaucoup, Cédric Carteau. Merci à vous. Voilà, il est temps de conclure cette émission et cette webconférence. J'espère que le contenu vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence LMI sectorielle dans quelques semaines. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.